Sur le front de la guerre en Ukraine, je vous le disais, Volodymyr Zelensky réclame des aides et des armes de toute urgence. Le président ukrainien avertit, sans l'aide américaine bloquée au Congrès, l'Ukraine perdra la guerre. Et il a tellement besoin d'aide que Volodymyr Zelensky est prêt à emprunter, à rembourser les armes et le matériel fourni pour obtenir ces armes. Regardez ce qu'il a dit. Un sénateur est venu ici récemment et a dit « Accepteriez-vous un prêt ? Quelles sont les options ?» Il a répondu « Et si on vous dit que l'argent est un prêt et que vous ne l'obtiendriez pas ?» J'ai répondu « À quoi servent ces choix s'il n'y en a pas ? Nous sommes donc prêts à accepter n'importe quelle option. » Tatiana Pécastin. Parce qu'il a besoin d'armes. Il a besoin d'armes et il se rend bien compte aujourd'hui que dans les pays occidentaux, on parlait inflation, enfin, vous avez également évoqué François-Xavier Bellamy qui est invité sur votre plateau et qui critique le gouvernement sur l'austérité dont ils veulent faire preuve. Donc il n'obtiendra pas ces armes s'il ne s'engage pas à rembourser. Donc il a raison, enfin, il reste un bon communicant, il devient politique mais il soigne toujours sa communication. Bien sûr qu'il doit accepter d'emprunter et puis on verra comment le remboursement va se passer parce que j'espère que cette guerre finira, malheureusement, il semble peu probable qu'elle se termine rapidement. Mais quand cette guerre finira, il va falloir parler reconstruction de l'Ukraine. Et là, les Occidentaux auront un rôle à jouer et il y aura des marchés aussi pour les pays occidentaux. Donc aujourd'hui, Zelensky a raison. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'engage pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il dit qu'il va rembourser, qu'il ne le fera pas. Mais aujourd'hui, il se rend bien compte que tous les dirigeants occidentaux doivent faire face à leur opinion publique et donc il doit apporter des gages. Et s'il faut rembourser, il remboursera. Parce que je voudrais rappeler que ces armes, elles sont pour ceux qui se battent, qui sont en première ligne sur le front. Mais elles servent aussi à protéger les populations civiles puisqu'il n'y a pas assez de boucliers anti-aériens. Donc ce chiffre de 25 qu'on a évoqué, c'est le nombre total de boucliers anti-aériens dont ils auront besoin, mais ils refusent de dire combien ils en ont aujourd'hui. Mais on sait très bien qu'il y a des villes qui sont mieux protégées que d'autres, que Kiev est mieux protégée que d'autres villes, on le voit. Hein. Il y a des morts malheureusement presque quotidiennement à Kharkiv. Donc c'est vrai, il a besoin d'armes et il a raison de dire que s'il doit emprunter, il le fera, parce qu'il doit aujourd'hui donner des gages aux dirigeants occidentaux pour qu'ils ne perdent pas en popularité en acceptant de continuer à manifester leur soutien. Richard Verly, c'est réaliste de penser que l'Ukraine pourra rembourser ? Oui, je pense que l'idée d'un emprunt, au fond, destiné à financer la survie de l'Ukraine, en réalité, c'est de ça dont il s'agit. La population ukrainienne souscrirait sûrement à cet emprunt. Et pourquoi pas imaginer même un emprunt international. Après tout, investir dans un pays soutenu par la communauté internationale et notamment par l'Occident, c'est pas une si mauvaise affaire. Donc je crois que l'idée est bonne, mais surtout, Volodymyr Zelensky, c'est très malin de sa part, parce qu'il sait bien que la possibilité d'avoir Trump à la Maison-Blanche, on ne peut pas l'écarter, loin s'en faut, et que Trump ne pense qu'à l'argent. Il n'y a qu'une chose, Trump, la première chose qu'il vous demande à tout le monde, c'est combien je vais gagner en faisant un deal avec vous. Il le fait avec les pays européens de l'OTAN, combien je vais gagner si je vous défends, etc., etc. Donc là, au fond, Volodymyr Zelensky, il devance l'appel. Il dit, si vous me défendez, si vous me donnez le matériel dont j'ai besoin, non seulement je peux défendre mon pays et non seulement l'Ukraine peut faire face à la Russie, et donc la sécurité de l'Europe est assurée, mais en plus, ça peut être une éventuelle bonne affaire pour vous. Donc c'est un langage, ça, que Trump peut comprendre et que les républicains pro-Trump peuvent comprendre. N'oublions jamais l'obsession qu'a Trump, c'est que tout doit rapporter, rien n'est gratuit. Andrei Wojtowicz, il faut donner des gages pour obtenir ces armes ? Il faut, bien sûr. Je pense que les Ukrainiens sont prêts à tendre cette mécanisme-là et les Ukrainiens participent déjà à l'effort de guerre. C'est-à-dire, au plan quotidien, la population contribue à l'effort de guerre tous les jours. Peu importe si les gens restent à Kiev, dans d'autres villes, les exilés de l'Est, ils participent, ils contribuent, ils envoient l'argent, ils achètent des drones pour les bataillons au front. Et bien sûr, on peut même comprendre, on a parlé la semaine dernière du chiffre que la moitié des Ukrainiens ne veulent pas s'engager, ou en tout cas s'il y a la mobilisation, ils vont essayer d'échapper. On comprend parce que les gens qui participent eux-mêmes, ils savent bien que l'aide internationale occidentale n'est pas suffisante. Mais ce qu'il faut aussi dire que quand Zelensky démonte plus, c'est parce que depuis 2 ans, on a vu que ces armes
que l'Ukraine a déjà reçu fonctionne très bien. On a parlé, moi j'étais à Kiev le 2 janvier, il y avait plus d'une centaine de missiles et des drones tirés sur la capitale. Seulement 3 ou 4 ont vraiment touché des immeubles. Ça veut dire que le reste a été intercepté par les fameux Patriotes, par d'autres systèmes anti-aériens. Et ça veut dire que des centaines, voire des milliers de vies ont été sauvées. Donc bien sûr, il faut continuer à soutenir, il faut envoyer. Et bien évidemment, je pense que les experts militaires comprennent mieux pourquoi il ne faut pas afficher le nombre que les Ukrainiens disposent aujourd'hui, pour des raisons claires. Même moi, dans mon entourage, je connais des gens qui ont des maisons à l'extérieur de Kiev et qui voient des patriotes à l'extérieur. Mais bien sûr, on ne peut pas publier les images. Quand il y a des attaques, on ne peut pas montrer comment les systèmes antiaériens fonctionnent, parce que, notamment pour ne pas donner la chance aux Russes de les détruire. Général. Oui, alors il faut quand même se souvenir qu'il y a à peu près, les Occidentaux, on a déjà donné à peu près pour 200 milliards d'aides à l'Ukraine, qui est quand même considérable, c'est sans doute pas suffisant. Deuxième point, c'est que le président Zelensky montre bien l'importance de l'aide américaine. Sans l'aide américaine, l'Ukraine perdra. Donc, ce qui montre bien l'importance de ce levier pour son adversaire, pour son ennemi, Poutine, qui va tout faire pour éviter justement que les Américains ne reviennent dans le jeu. Donc ça, c'est un point, à mon avis, très important. Quant à l'emprunt, c'est du classique. C'est-à-dire que celui qui est en guerre, il a besoin de matières premières, il a besoin d'armement, il a besoin de munitions. Et comme généralement... alors souvent, il fait un emprunt national. Nous avons d'ailleurs, on a de belles affiches dans notre histoire sur les emprunts nationaux pour toutes les guerres faites par la République à travers les 2 derniers siècles, et les empires d'ailleurs aussi. Donc on a bien souscrit à ces emprunts-là. Par contre, il peut évidemment y avoir aussi une aide, une recherche de fonds à l'extérieur, avec, sachant les masses d'argent qui circulent, trouver quelques dizaines de milliards, ça paraît pas impossible, puisqu'on arrive à les mobiliser sur d'autres sujets. Pourquoi pas en aidant l'Ukraine, si on considère que c'est un point majeur pour la sécurité en Europe. Donc on voit bien que tout est possible, et que là, il joue sur la demande d'un emprunt. Alors, est-ce qu'il doit rembourser ? Les remboursements, vous savez, dans les remboursements, par exemple, les Français ont payé les dommages de guerre à l'Allemagne après la guerre de 70. Les Français ont payé les matières premières qu'ils avaient fait venir des États-Unis d'Amérique pendant la Première Guerre mondiale. Les Allemands n'ont pas payé la plus grande partie des dommages de guerre de la Première Guerre mondiale. Quant à la seconde, les Américains ont passé un coup de crayon là-dessus et ont mis tout le monde à zéro et ont développé le plan Marshall. Donc pourquoi pas, à ce moment-là, quelque chose de comparable lorsque la paix reviendra, pour aider l'Ukraine à revenir à un niveau, quelque chose comme un plan Marshall qui permettrait globalement que tout le monde s'y retrouve. Richard Verly, ensuite Andrei Vaitovitch. Oui, je trouve même que c'est en fait une assez bonne idée, l'idée d'un emprunt, pour les raisons d'abord de solidarité que vous évoquez, et ça permet à la population de manifester son soutien. N'oublions pas aussi la diaspora ukrainienne, qui est très importante, notamment aux États-Unis, et qui sûrement participerait à un tel effort. Et ça induit l'idée importante quand même que la survie de l'Ukraine, que la défense de l'Ukraine passe d'abord par l'effort des Ukrainiens, parce que ça évite ce syndrome qui a existé dans d'autres pays, où à force de donner sans cesse, on décourage un certain nombre d'initiatives locales. Donc moi, je trouve que l'idée d'un emprunt, alors après, vous l'avez très bien dit, l'avenir démontrera s'il doit être remboursé totalement ou en partie, mais il a un avantage, c'est qu'il permet au fond de dire à l'Ukraine, je suis un vrai pays. Je ne suis pas un pays exsangue, je ne suis pas un pays à bout, je suis un vrai pays qui se défend, qui a une vraie économie, une population travailleuse, tout le monde le sait. Et donc même, je dirais, pour la dignité du combat ukrainien, ça me paraît être une assez bonne idée. Andrei Oui, Vaitovitch. pardon, mais bien sûr, les Ukrainiens sont prêts à entendre qu'ils doivent rembourser, mais ce n'est pas les Ukrainiens qui ont commencé cette guerre. Et tout d'abord, ce sont des Russes qui sont responsables. Il y a 300 milliards d'euros russes qui sont aujourd'hui gelés.
Et c'est pour ça qu'il y a des discussions au sein de l'Union européenne pour utiliser cet argent notamment à l'effort des guerres, notamment à la reconstruction de l'Ukraine. Et ensuite, pareil, ce qu'on a fait pendant les années de la Covid en Europe sur le plan européen, on a mobilisé nos efforts et toute l'Europe a partagé la contribution dans chaque pays membre. On a déjà promis à l'Ukraine qu'elle rejoindra l'Union européenne, on ne sait pas quand, mais en tout cas c'est un fait. Donc je pense qu'il faut d'abord déjà régler le problème des actifs russes qui sont gelés, qui sont aujourd'hui inutilisables. Il faut les envoyer et ensuite voir comment procéder ensuite. La question au sein de l'Union européenne sur les actifs russes, elle a été tranchée. On ne les confisquera pas. Oui, mais c'est décidé. On ne les Les États-Unis poussent, je dirais, d'une manière assez théorique, mais parce que les États-Unis ne sont pas du tout dans la même position que l'Union européenne. N'oublions quand même pas qu'ils ont quelque chose qui s'appelle le dollar, qui leur permet un certain nombre de décisions. Mais du côté de l'Union européenne, c'est clair. Personne ne veut confisquer les avoirs russes parce que les conséquences sont trop grandes. Pourquoi on ne les confisque pas? Parce que, comme le dit André Bačović, ça permettrait de rembourser parce que vous ouvrez une boîte de... C'est pas, ce que je dis n'est évidemment pas une position personnelle, c'est pas un avis, mais vous ouvrez une boîte de Pandore pour tous les avoirs européens dans des pays en difficulté. Qu'est-ce qui vous protège du fait que ultérieurement des pays, pourquoi pas par exemple la Chine un jour, ne va pas saisir les actifs européens. Donc si vous voulez éviter d'ouvrir cette boîte de Pandore, vous pouvez utiliser les bénéfices, les profits, les intérêts des avoirs russes, mais il ne faut pas les confisquer. Les Américains sont en train de pousser, mais les Américains sont dans une position différente. C'est que comme de toute manière, s'en prendre aux avoirs américains, ça a des conséquences immédiates pour tous les pays dans le monde, notamment parce qu'ils ont des capacités de sanctions sur le secteur financier qui sont bien supérieures à celles de l'Union européenne. Donc c'est vrai, sur ce plan-là, on peut le regretter, mais la confiscation des avoirs russes et des avoirs des oligarques, pour l'instant, il faut oublier, ça ne sera pas confisqué. Pardon, il y a 2 ans, on parlait aussi qu'on ne va pas envoyer des chars, on ne va pas envoyer des missiles. C'était imaginable dans l'été des Européens. On l'a fait 2 ans après. Donc je ne pense pas qu'il faut fermer cette question et pas trancher. Il y a 2 choses. Aujourd'hui, sur les avoirs financiers, il peut y avoir des intérêts et l'Union européenne a dit que sur les intérêts qui représentent une manne bien moins importante, ça, ils pouvaient les utiliser. Après, il y a plusieurs temps aussi. Aujourd'hui, l'Union européenne a décidé de ne pas utiliser les biens mis sous séquestre, les biens confisqués. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas dans un avenir... C'est beaucoup plus compliqué d'envoyer des armes. C'est beaucoup plus compliqué. C'est certainement plus compliqué. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que quelque part, dire à l'Ukraine qu'ils vont faire un emprunt, c'est aussi investir dans l'avenir de l'Ukraine. Exactement. Et c'est quand même une population très éduquée. Ils sont brillants. On en avait déjà parlé sur ce plateau, mais beaucoup des jeunes enfants russes qui sont venus en France, quand ils sont arrivés, ont dit mais en maths, ce qu'on me fait faire pour mon niveau, mais c'est bien inférieur à ce que je faisais en Ukraine. Je crois qu'on n'est plus tout à fait une référence. Malheureusement. Mais eux, en revanche, et on le voit avec la manière dont ils utilisent les drones, ils ont effectivement des ingénieurs qui programment les drones. Donc, je crois, évidemment, je ne suis pas forcément objective, mais je crois beaucoup à l'avenir de la nation ukrainienne. Je pense que il y a une population qui, malheureusement, n'est pas aussi jeune qu'on le voudrait, parce que, effectivement, le taux de fécondité des femmes, en particulier en ce moment, mais n'est pas là où il peut être dans d'autres pays. Mais je crois vraiment à l'avenir de la nation ukrainienne, et c'est pour ça que vous évoquiez le plan Marshall, c'est exactement ça. À un moment donné, il faudra qu'on les aide à se reconstruire. Il y a beaucoup à faire, pour nos entreprises, et puis il y a beaucoup à apprendre. On parle souvent du réchauffement climatique et de la manière dont on doit imaginer des nouvelles villes. Malheureusement, il y a beaucoup de villes en Ukraine qui ont été dévastées, mais c'est aussi l'opportunité pour nous, les Occidentaux, d'aller tester de nouvelles manières de construire, d'aller construire de manière beaucoup plus verte. Et on en a besoin, et on a besoin de montrer que ça fonctionne. Donc, regardons ce que l'on fait aujourd'hui comme un investissement pour nos démocraties, mais aussi pour l'avenir d'un pays qui rejoindra un jour l'Union européenne. Et je sais bien qu'aujourd'hui, ça poserait de nombreux problèmes, notamment agricoles, mais quand on voit comment certains pays européens se sont développés, moi, je crois profondément à l'avenir de l'Ukraine et au fait qu'elle puisse avoir sa place dans une Union européenne dans un temps qui reste à définir. Parce que les Européens ne peuvent pas payer la facture. André Bačović proposait de saisir les biens des oligarques. On n'a pas d'autres ressources pour aider l'Ukraine? Si. Ah, général. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Oui. Donc il n'y a pas manifestement une volonté européenne de
mettre trop la main à la poche. C'est comme ça, parce que chaque État, chaque chef d'État, ses préoccupations, a ses problèmes de budget, ses problèmes de dette, ses problèmes sociaux, ses problèmes de ses propres priorités. Et si je veux dire, l'Ukraine en est une, mais c'est pas la première des chefs d'État européens. La première préoccupation des chefs d'État européens, c'est leurs propres intérêts. Je crois qu'il faut quand même toujours avoir en tête qu'on peut le regretter, mais les États sont pas faits de sentiments, ils sont faits d'intérêts. Et donc les chefs d'État, ils peuvent avoir évidemment des sentiments pour telle ou telle cause, donc orienter la politique pour le soutien, mais in fine, ils vont se retrouver devant leurs électeurs, ils vont se retrouver devant leur Parlement, ils vont se retrouver devant leur ministre des Finances, et effectivement, si on prend le cas de la France ou des pays voisins, on voit bien que c'est loin d'être simple. Et sortir des dizaines de milliards, ça n'est pas ça. Vous avez vu comment il a été difficile d'aller vers une économie de guerre. Oui. D'aller vers une... Je ne dis pas être en économie de guerre, je dis d'aller vers une économie de guerre. Vous avez vu comme il est difficile pour les Européens, l'Union européenne, de produire 1 million de buts par an. Bon, quand même, on a quand même une puissance industrielle supérieure à la Corée du Nord, quand même. Bon, donc vous voyez comment, avec même des grandes capacités, là où il n'y a pas véritablement une volonté, il n'y a pas d'action. Et on voit des micro-pays qui arrivent à nous mettre en difficulté parce qu'ils arrivent à mobiliser dans des conditions innommables ou facilement nommables, malheureusement. Mais donc vous voyez bien que là, pour les Européens, il est important qu'ils poursuivent leur effort. Alors, on est des démocraties, ça avance lentement. Alors, est-ce qu'on arrivera trop tard pour l'Ukraine ? Il faut espérer que non. Mais ça veut dire que c'est loin d'être gagné pour apporter le soutien. Si les Américains l'avaient vraiment souhaité, vous savez, ils ont produit 6000 chars Abrams. Puis, au lieu d'en donner 31, ils auraient pu en donner 310. Ça n'aurait strictement rien changé. Mais là, on voit bien que l'adéquation du politique et des armements est bien représentée par ça. Je voudrais qu'on revienne sur la phrase prononcée par Volodymyr Zelensky « Sans l'aide américaine, l'Ukraine perdra ». Là, c'est un avertissement, c'est un cri d'alerte aux États-Unis pour dire c'est une question de vie ou de mort. C'est une manière de les mettre devant leurs responsabilités aussi. Alors, est-ce qu'il y croit vraiment ? On a quand même vu que ce sont les Américains qui ont apporté l'aide la plus massive, pas seulement en termes de fourniture d'armes, mais ils ont aussi donné du renseignement. Et on sait que quand les Ukrainiens ont réussi à faire des coups d'éclat, on peut supposer, on le saura plus tard, mais on peut supposer que c'est parce qu'ils étaient particulièrement bien renseignés par les Américains pour savoir où et quand il fallait frapper. Et c'est pour ça que c'est dommage, parce qu'on l'a dit, quand on leur apporte de l'aide sans envoyer des hommes, il n'en est pas question, ça fonctionne. Vraiment, personne ne s'attendait à une telle défense de l'armée ukrainienne au début de la guerre, et ils nous ont quand même épatés, il faut le dire. Donc là, est-ce qu'ils croient vraiment que sans l'aide américaine, tout est perdu ? Peut-être pas. Quoique, mais ce qu'il veut vraiment, c'est responsabiliser les Américains, peut-être responsabiliser les électeurs, responsabiliser Joe Biden, responsabiliser le Congrès en disant « vous avez une responsabilité énorme ». Et ne faites pas défaut face à cette responsabilité pour des pures raisons de politique intérieure. Parce qu'il y a beaucoup plus qui se joue que vos purs problèmes et vos pures querelles de politique intérieure. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas vrai, Richard Verly ? Est-ce que l'Ukraine peut tenir sans l'aide américaine ? Aujourd'hui, sans doute non, à moyen terme. À court terme, elle tient, c'est ce qui est en train de se passer. Quand même, il n'y a pas de nouvelle aide et l'Ukraine arrive à tenir. Mais il est évident que plus on va aller, plus cette période va s'écouler et va durer, plus ça va devenir difficile. Et on le voit bien pour toutes les raisons qu'on a évoquées ici. Après, il y a un message direct adressé aux États-Unis, aussi parce que Joe Biden est quand même venu à Kiev. Joe Biden s'est mis en scène avec Volodymyr Zelensky. Joe Biden en a fait en quelque sorte sa guerre, si je puis dire. Et donc c'est un message adressé au président actuel, également candidat, pour lui dire, au fond, notre destin est lié. Et de ce point de vue-là, il a raison de faire ça, Volodymyr Zelensky. Après, on peut quand même avoir un regret. C'est qu'en réalité, il devrait dire, sans l'aide américaine et européenne, l'Ukraine perdra.